Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette 64e édition de Fréquence Orage d'Acier. Aujourd'hui, on se retrouve autour du micro avec Victor Aubert, président d'Academia Christiana, pour parler d'un livre. Un livre important, un livre qui a reçu déjà une bonne critique dans la presse confessionnelle, la presse catholique. Un livre de Rod Dreher aux éditions Artege qui s'intitule « Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus ». Le Paris bénédictin en étant le sous-titre. Victor, bonsoir. Bonsoir. On a décidé, Victor, de parler de ce livre parce que il y a dans ce livre beaucoup de pistes de travail pour de jeunes chrétiens conservateurs, ce qu'on appelait jadis les chrétiens intransigeants, quelles que soient leurs options, je dirais, d'affiliation liturgique, qu'ils soient proches de la phrase de Saint-Pierre, de la phrase de Saint-Pédis, ou des conciliaires, comme on dit, mais qui sont, je dirais, intransigeants sur le catéchisme, sur le dogme. Et aussi intransigeant sur les options, je dirais, à la fois de comportement individuel et familial, et plus largement sur les options politiques. Ce livre s'adresse aux lecteurs habituels du Salon Beige, de tous ces chrétiens engagés en politique, de la nouvelle génération qui se lève aussi, de la Manif pour tous, et des frustrés de la Manif pour tous, qui aujourd'hui ont 20 ans, et qui avaient 15-16 ans au moment de la Manif pour tous, et qui aujourd'hui s'engagent en politique. On en avait de nombreux présent à la dernière université d'Academia Christiana que vous avez organisée cet été, au mois d'août, assez comme les 5 dernières années. Tout à fait. Ce livre est d'abord paru aux États-Unis. Rod Dreher, donc son auteur, est un journaliste américain qui est plutôt de tendance conservatrice, mais attention effectivement parce que ce mot est chargé de différents sens et de connotations parfois assez négatives. Rod Dreher a essayé de redéfinir un petit peu certains nouveaux courants du conservatisme en Amérique et essayer d'en montrer aussi en partie les impasses. Notamment la question du libéralisme et du capitalisme, puisque il est question effectivement pour Rod Dreher de faire une critique de ce qui a pu être le conservatisme américain jusque dans les années 2000, on peut dire, à savoir effectivement être conservateur en termes de morale. Pour Rod Dreher, effectivement, la question de la sexualité est entrée dans la vie politique à partir donc justement de la législation sur l'avortement, l'arrêt Roe aux États-Unis, qui a été vraiment un premier boulet de canon un peu dans la vie politique américaine, puisque la sexualité n'était pas l'objet de la politique aux États-Unis. Les questions politiques aux États-Unis étaient uniquement centrées sur un affrontement entre les pro-Wall Street et les pro-Main Street, c'est-à-dire finalement les travailleurs, les partisans en gros d'une économie locale, l'économie de la rue, l'économie des petits commerces, contre la grande finance spéculative symbolisée par Wall Street. Cette première dichotomie a été ensuite dépassée par l'entrée dans la politique des questions de sexualité, donc notamment avec l'avortement, le mariage homosexuel, et puis aujourd'hui, toutes les questions de genre, les questions de PMA, de GPA, etc. Oui, parce qu'on a vu ces dernières années débarquer dans les campus américains ces combattants d'un nouveau genre, d'un genre OGM presque, qui étaient les Social Justice Warriors et qui sont en pointe sur ce qu'on a appelé la French Theory, ce qu'on a appelé vulgairement la théorie du genre ici en France, qui en réalité était la Queer Theory, les études de genre, les études queer il y a 15 ans, 20 ans, et qui aujourd'hui ont pris une forme bourgeoise, qui est cette forme de la théorie du genre. Mais aux États-Unis, ces débats ont commencé il y a déjà 25 ans, et aujourd'hui prennent une forme militante tout à fait diffusée dans les campus, et il y a eu un vrai culture camp, une guerre culturelle au sein des campus américains, qui a débouché tant ce combat prenait des formes marginales, extrémistes, radical, comme diraient les Américains, contre le mainstream des étudiants qui, eux, étaient plutôt soit sceptiques, réservés sur toutes ces innovations sociétales, et qui étaient aussi très impatientés par le style de travail de ces militants extrêmement marginaux, et qui ont donné massivement leur voix à Donald Trump, non seulement les étudiants très mobilisés contre ces théories du genre, ces queer theories, ces cultural studies, beaucoup plus largement, et c'est probablement la raison du succès de Trump sur les campus américains, la grande masse des indécis. C'est pour ça qu'on a vu ce grand mouvement d'opinion, ce retournement de l'opinion sur le campus américain, et plus largement dans la société américaine, contre cette radicalité
de la politique de l'identité, comme on l'appelle maintenant. Et en effet, Rod Dreher, lui, s'inscrit dans les virages du conservatisme américain qui sont passés au tout début des années 2000 avec l'émergence de candidatures comme celle de Ron Paul, d'abord comme figure médiatique sur les réseaux sociaux. Il était, on le rappelle, entouré d'une équipe très créative de communicants qui réunissaient dans ces meetings à la fois les militants en faveur de la légalisation du cannabis et les militants anti-avortement, parce que il était sur une position très libérale au sens plein et ancien du terme aux États-Unis, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté d'expression, contre toutes les formes de police du politiquement correct. Après les années Clinton, il y a eu ce retournement. On était aussi à cette époque-là beaucoup sur la question des libertés publiques et d'une sorte de revival de la culture constitutionnaliste américaine. Un retour au texte, un retour aux Federalist Papers, enfin tout ce qui a marqué en fait le mouvement libertarien des années 2000. Depuis lors, se sont produits plusieurs changements, plusieurs mutations dans le conservatisme américain. Il y a eu bien sûr le Tea Party, incarné par le fils de Rand Paul. Rand Paul, je le rappelle, à l'époque avait été candidat à la primaire du Parti républicain, ce qui était une nouveauté. En général, ce genre de figure restait marginale et ne prenait pas pied dans le mainstream, dans le Main Street politique américain. Il y a eu donc ce grand mouvement du Tea Party qui était lui aussi très hanté sur ces questions du retour à la Constitution américaine, la défense du deuxième amendement, du premier amendement, le refus finalement de législation présidentielle qui viendrait contourner la tradition constitutionnelle américaine. Et encore, deuxième virage important, la naissance de l'alt-right, non seulement de l'alt-right, mais d'autres courants américains, dont un que Rod Dreher a défini comme étant le crunch conservatisme, qui sont toutes ces expériences qu'on pourrait plutôt qualifier en Europe continentale venues de la gauche, c'est-à-dire les pratiques des jardins permaculturels, du localisme, de l'implication dans des communautés très locales, très concrètes, et qui pourtant ont une vraie existence, une réalité dans le conservatisme américain. On peut dire qu'il vient de ce bouillonnement du conservatisme américain, et il prend place finalement dans cette galaxie conservatrice, peut-être en important un concept italien, on pourrait parler de lui comme un théoconservateur. Sans être un radical orthodoxe, sans être membre tout à fait de la radicale orthodoxie, je crois qu'on peut quand même le classer parmi ceux qui sont influencés par ce courant, qui considèrent que toutes les erreurs modernes procèdent d'erreurs théologiques d'abord. D'une certaine façon, s'inspirant de la phrase de Chesterton parlant des idées modernes comme d'idées chrétiennes devenues folles, Rod Dreher, comme d'autres conservateurs américains, comme d'autres penseurs dans la sphère anglo-saxonne, considèrent qu'il s'agit de répondre finalement aux problèmes de la modernité par une riposte religieuse. Alors tout à fait, et alors, je vais repartir un petit peu sur le constat de Rod Dreher. Pour lui, la société est arrivée à un niveau de déclin tel qu'il n'est plus possible pour un chrétien de composer directement avec les institutions de cette société. Autrement dit, il n'est pas réformiste. Il pense que les chrétiens perdent d'une certaine manière leur temps à vouloir conserver ce qui existe, que les chrétiens américains, qu'ils soient évangélistes ou catholiques, perdent leur temps à vouloir être des membres actifs dans le Parti républicain, soit parce que leur action sera amenée à faire un certain nombre de compromissions lourdes, soit parce que tout simplement ils resteront extrêmement marginaux et qu'ils vont finalement se consumer toute leur énergie dans un combat dont les fruits seront extrêmement pauvres. Et il incite le chrétien à se réveiller, et ça c'est plutôt une bonne chose, à prendre acte de cette décadence, de cette impossibilité de collaborer, et c'est là où il va y avoir un certain nombre d'ambiguïtés dont nous allons parler dans la suite de cette émission. On pourrait dire que son constat déjà d'emblée sur le monde est un constat que nous pouvons partager. Il analyse les origines de la décadence avec la modernité, avec la Renaissance, avec le nominalisme, avec la Révolution protestante bien évidemment. Pour lui, l'avatar peut-être le plus révolutionnaire de ce mouvement qui commence effectivement avec la Renaissance, eh bien c'est la révolution sexuelle.
sur le constat, effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire. C'est effectivement, dans ce livre, expliqué avec une certaine clarté, avec certaines phrases, comme on dit aujourd'hui, des punchlines. Il fait effectivement une analogie entre la chute de l'Empire romain et notre époque, et il parle à cette époque des barbares en smartphone. Il y a beaucoup d'humour. En effet, on peut peut-être donner quelques lignes de travail qu'il a choisies en s'inspirant du sommaire pour donner quelques idées déjà qu'il élabore sur l'origine de la crise. Pour lui, l'origine de la crise, c'est effectivement d'abord dans la fin du Moyen-Âge, le combat entre le réalisme, donc de saint Thomas d'Aquin, et le nominalisme, donc de Guillaume d'Occam. Pour dire les choses simplement, le nominalisme est un courant théologique à la base qui part de questions extrêmement spéculatives concernant la volonté et l'intelligence chez Dieu. Dieu ne pouvant pas être limité dans sa toute-puissance, cela implique que les règles qu'il a posées ne puissent pas être des règles absolues. Que l'essence des choses qui nous entourent, en fait, ne sont pas réellement des essences, mais uniquement des noms que nous posons pour les choses. Et donc cela a d'incroyables conséquences sur le plan pratique, puisqu'effectivement, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'ordre naturel, de cosmos transcendant. L'homme peut, à son gré, modifier les règles, transformer, sans s'inspirer finalement d'un ordre qui le précéderait, qui le transcenderait. Oui, en effet, le nominalisme pose comme principe qu'il y a une convention pour nommer les choses, tandis que l'école qui s'oppose au nominalisme à l'époque, le réalisme, qui est à la fois néoplatonicienne, c'est-à-dire aristotélicienne et platonicienne, tout ça fusionnant en fait dans un courant aristotélotomiste, postule quant à lui l'existence objective et non pas conventionnelle d'un monde, enfin d'un cosmos, d'un ordre du monde, d'une harmonie cosmique qui, elle, est intangible, et donc qui a ses lois, de la même façon qu'il y a des lois physiques, il y a des lois ontologiques, des principes ontologiques qui ne sont pas le fruit finalement de notre pure raison, voilà. Le fruit de l'intellect humain. Et encore moins de la volonté. Mais effectivement que l'intellect reçoit ces concepts du réel directement. Voilà. Il y a aussi donc effectivement la question de la Renaissance. Il ne s'agit pas en fait de voir de manière absolument négative toute cette culture humaniste dont nous sommes aussi les héritiers. C'est un mouvement dans lequel effectivement la redécouverte des textes antiques qui avait déjà commencé au Moyen-Âge, c'est quand même important de le rappeler, parce que c'est quand même toujours quelque chose on a tendance à considérer le Moyen-Âge comme un âge sombre, alors que Aristote et l'Antiquité commencent déjà à être largement connus dès l'époque médiévale, mais effectivement on ne s'y intéresse pas de la même manière à l'époque médiévale. On s'intéresse effectivement à la philosophie, on s'intéresse moins finalement à la philologie, aux langues et à la littérature, et effectivement la Renaissance c'est l'époque de la redécouverte de la littérature antique. Voilà. Cette Renaissance a aussi porté un certain nombre de fruits positifs que l'auteur a l'honnêteté de nommer. Il en passe par la réforme protestante qui va être la fin de la chrétienté, la fin complète d'un âge dans l'histoire de l'Europe où chaque pays aura sa propre religion. La réforme va rompre de manière, on peut dire presque définitive, cet équilibre. Il part effectivement des Lumières, de la naissance de la démocratie en Europe, de la naissance du capitalisme, du romantisme, et dans notre XXe siècle, le triomphe de l'éros, donc ces révolutions sexuelles, dont en France, effectivement, l'incarnation se trouve dans le mouvement de mai 68. Et donc face à cela, il a une phrase que je trouve assez juste, hein, je crois avoir lu cette phrase chez d'autres auteurs auparavant, qui est tout simplement qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. D'où effectivement la nécessité, pour les chrétiens, puisqu'il s'adresse aux chrétiens, eh bien de revenir à l'essentiel, à savoir effectivement nourrir nos âmes, parce qu'effectivement nous ne pouvons pas apporter l'évangile à nos contemporains si nous ne sommes pas nous-mêmes remplis de la vie divine, remplis de la grâce, si nous sommes finalement que des coquilles vides, remplies de cet esprit mondain, et donc il nécessite de se séparer du monde. Il montre en quoi Saint Benoît, après la chute de l'Empire romain d'Occident, a pu reconstruire une Europe sur ses cendres, en commençant par le retour au monastère, le retour à la vie de prière, le retour à la vie intérieure. Il reprend ce modèle, cette intuition bénédictine, pour les temps qui sont les nôtres. Oui, parce que je rappelle le sous-titre de l'ouvrage, le pari bénédictin, qui est en effet été un pari de civilisation, c'est-à-dire de préserver le meilleur de ce qu'il y avait dans l'ordre naturel, sur le plan de la culture, la littérature, la philosophie. On sait que les bénédictins ont été à la fois l'ordre prieur et l'ordre des travailleurs aussi qui ont mis les terres d'Europe en culture. Et on se souvient aussi qu'ils étaient un ordre de moines copistes.
et que donc ils ont préservé en fait à la fois ils ont enrichi le patrimoine matériel de l'Europe en mettant les terres en culture, ils ont transmis les savoir-faire agricoles et viticoles et autres, la brasserie et autres. On connaît les ordres bénédictins aussi pour leur savoir-faire en matière de bière, Victor, et ils ont été aussi les passeurs de la grande culture antique. Vous disiez tout à l'heure, en effet, que les textes antiques n'étaient pas ignorés au Moyen-Âge. Je vous renvoie au livre Aristote au Mont Saint-Michel de Guggenheim, et qui rappelait cette vérité qu'en effet Aristote et les auteurs antiques étaient connus, non seulement connus, mais étudiés, travaillés dans les universités, à commencer par la Nouvelle Athènes qui était l'université parisienne. Et puis il y avait aussi une sorte de floraison de cette culture antique autour des monastères, qui ont été d'une certaine façon les places fortes spirituelles d'une Europe en renaissance. On a parlé d'une renaissance carolingienne, mais il y en a une, en effet, dès la fin des âges barbares, vers le VIe siècle. On sait que l'Empire romain s'est continué autour de ces monastères et de ces évêchés qui ont par ailleurs baptisé les premières nations chrétiennes. On pense évidemment à Clovis et à tous les grands princes, à toutes les grandes dynasties chrétiennes, à l'ensemble des nations en fait germaniques qui vont redresser l'Empire romain en lui apportant un sang neuf et en épousant la religion de l'Empire qui était devenue le christianisme depuis Constantin. Donc en fait, cette révolution bénédictine et constantinienne, qui va se faire de conserve, d'une certaine façon sert de modèle à notre auteur. Il est très critique donc des différents épisodes qui ont amené à la crise du monde moderne. Vous l'avez rappelé, Victor, Renaissance, protestantisme, Lumière, Révolution française, romantisme. Là, je rappelle que, d'une certaine façon, il y a une espèce de conjonction entre les points de vue de l'auteur et d'un auteur aussi important pour nous que Charles Maurras, qui a été très critique du romantisme comme étant, d'une certaine façon, un renouveau de la barbarie germanique. Les ténèbres de l'inconscient, les ténèbres du sentiment, auxquelles il opposait la lumière de midi rationnelle de la Grèce et de la Rome antique. Alors, il se propose d'aller chercher finalement dans le passé européen, des solutions à la crise moderne. Quelles sont ces propositions très, très actuelles, parce qu'il s'occupe de problématiques très, très contemporaines. Par exemple, la question des réseaux sociaux, la question des nouvelles dépendances, la question du travail. Alors, effectivement, il va proposer une voie très intéressante, donc, qui est ce pari bénédictin, qui commence déjà, comme pour Saint-Benoît, par une règle, la règle de Saint-Benoît. Cette règle donc est une règle de vie extrêmement pratique. Il ne s'agit pas de lire, nous rappelle Rod Dreher dans son livre, dans la règle de Saint-Benoît, il cherchait un manuel de théologie, d'y chercher quelque chose, un traité ascétique et mystique. Il s'agit au contraire d'y voir une règle extrêmement pratique qui commence effectivement par remettre de l'ordre dans sa vie, redécouvrir la prière, la vie intérieure, redécouvrir effectivement les vertus d'un travail manuel et au contact de la nature, redécouvrir les vertus de l'ascèse, donc d'une certaine chasteté, d'une certaine limite dans la consommation des biens. Une certaine sobriété. Sobriété, exactement. Ce qui le rapproche là justement de ces courants dont on parlait tout à l'heure, de ces courants à la fois pratiques, une nouvelle pratique localiste, de jardinage, de sociabilité très, très locale, très communautaire, et qui en fait les rapproche aussi d'une certaine gauche. Exactement. C'est là où effectivement on voit qu'il ne s'agit pas ici d'un auteur qui serait la caricature du droitard américain, du Trumpiste, etc. C'est quelqu'un qui est assez critique vis-à-vis de Trump. Et c'est pas un conservatisme en rumeur, quoi. Exactement. Et il rappelle à de nombreux points peu d'espérance que l'on peut miser, en tout cas lorsqu'on est un Américain chrétien, sur Trump. Et il rappelle à de nombreux points les apports positifs que pu apporter une certaine gauche. Donc dans cette règle de vie, il décline aussi l'importance de la vie communautaire. Cette vie communautaire qui va être à la fois une base sur nos échanges fondés sur le don, le contre-don, l'entraide. Lorsque l'on développe cette vie communautaire, nous pouvons trouver dans la communauté un appui et même une source aussi d'encouragement dans notre prise d'initiative, quelque chose qui nous empêche effectivement de nous faire complètement absorber par le monde, puisque nous vivons avec des gens avec qui nous partageons un certain nombre de convictions, et cela nous permet de les garder, de rester nous-mêmes, de ne pas nous faire happer par la vie moderne. Il parle aussi de la redécouverte de la vertu d'hospitalité. Il explique un certain nombre de moments dans son livre, des choses qui, à travers effectivement certaines catastrophes naturelles aux États-Unis, ont pu être
des moments pour beaucoup d'Américains qui vivaient dans ce modèle totalement individualiste de la société de consommation américaine, l'occasion de redécouvrir la vie réelle, de redécouvrir une certaine forme de partage autour de cette hospitalité qui est fait partie intégralement de la règle bénédictine. Lorsque vous allez, je vous encourage d'ailleurs, chers auditeurs tous, à vous rendre un jour dans un monastère bénédictin, vous verrez que vous serez reçu comme le Christ lui-même. C'est ce que demande saint Benoît. Le père abbé dans une abbaye bénédictine vous lave les mains. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'une hospitalité béate et sans limite. Je vous vois venir, chers auditeurs, sur la question des migrants, etc. Il est question aussi, dans la règle de saint Benoît, de faire respecter à son hôte un certain nombre de règles. On accueille son hôte comme le Christ, mais il n'est en aucun cas question de faire s'installer l'hôte à la place du père abbé dans le monastère. Il s'agit simplement de le nourrir et de lui apporter, enfin de le nourrir à la fois nourrir son ventre et nourrir son âme. Et cette hospitalité n'est en aucun cas une invitation à perdre notre identité ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je pose ici déjà d'emblée un certain nombre de limites à certaines critiques qui auraient pu surgir par là. Il parle aussi de la vertu d'équilibre. Effectivement, la religion chrétienne peut être en soi, le catholicisme en particulier, être vu comme la religion de l'équilibre. Il s'agit partout, en tout, de trouver l'harmonie parfaite qui est justement au sommet. On a une grosse tendance dans notre époque où nous sommes en permanence déracinés à chercher refuge dans certaines formes d'extrémité. La seule extrémité qui peut être une ligne de conduite, c'est le sommet, l'harmonie entre deux extrêmes. Et c'était quelque chose d'assez important parce qu'aux États-Unis en particulier, beaucoup de communautés catholiques, chrétiennes en général plutôt, se marginalisent, ont tendance effectivement à vivre un peu comme des Amish, à vouloir tout quitter d'un coup, et souvent cela ne dure qu'assez peu de temps puisque c'est quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à la nature humaine. Voilà donc pour cette règle de vie qu'on peut assimiler à la règle de saint Benoît que nous propose notre auteur. Et ensuite, il va donner un certain nombre d'idées qu'il va, de sa manière, développer de cet idéal bénédictin et qui sont tout à fait adaptées à notre temps. Alors, il y a dans le chapitre 6 l'idée d'un village chrétien et cette idée, effectivement, que nous pouvons, à travers la communauté, attention, il n'est en aucun cas question de vivre comme des Amish, d'idolâtrer cette communauté ou d'idolâtrer sa famille en transformant sa famille en un clan patriarcal fermé à autrui. Il s'agit au contraire tout simplement, en vivant à cœur un certain nombre de valeurs que nous partageons dans une communauté, de s'enrichir et d'être capable effectivement petit à petit d'ouvrir cette communauté et de faire rayonner cette communauté. Je trouve que cette idée est très riche et elle fait tout à fait écho à un certain nombre de choses que nous avons déjà développées précédemment dans de précédentes émissions, dans de précédentes conférences ou universités d'été. Il parle également aussi de l'importance de l'éducation. Effectivement, aux États-Unis, je crois qu'apparemment, à lire notre auteur, l'école catholique n'est pas dans un meilleur état que notre école catholique en France. Il parle effectivement de ne pas se faire d'illusions sur les écoles chrétiennes aux États-Unis. Et il propose de retirer ses enfants de l'enseignement public et de monter des écoles. Ou éventuellement de développer l'éducation en famille, de revenir au classique. Enfin, sur tout cela, rien de proprement nouveau sur le fond. Hein. Il explique effectivement avec son expérience, en donnant toujours un certain nombre d'exemples, parfois amusants, cocasses, sur la manière dont ça peut se faire et l'importance de cette éducation. Oui, parce que lui a une carrière de journaliste, il a écrit dans des grands titres, hein, il était à la fois dans la presse de l'Est, de la côte Est américaine, lui-même est né à Bâton Rouge, donc il a aussi un enracinement très provincial, très redneck même. Son métier de journaliste l'a forcément amené à s'approcher de toutes ces réalités très concrètes de l'école et puis de ces nouvelles communautés dont on parlait à l'instant. Exactement. Alors, dans la suite de cet ouvrage, parler du travail, de l'importance de redécouvrir le vrai sens du travail, le fait qu'aujourd'hui le travail devient presque une totalité aliénante finalement pour l'homme, où nos travaux sont de plus en plus déconnectés de nos préoccupations réelles, de plus en plus abrutissants, de plus en plus absorbants. Et il parle effectivement de redécouvrir ce à quoi sert le travail. Le travail n'est toujours finalement qu'un moyen en vue du bien commun. Il est une richesse, il est le premier capital de tout homme. C'est par le travail que l'homme crée une certaine richesse et ces richesses ne sont en aucun cas des fins, mais toujours des moyens.
Il utilise cette expression acheter chrétien même si c'est plus cher. On a souvent valorisé l'importance effectivement d'acheter local même si c'est plus cher, d'acheter bio même si c'est plus cher. Il parle aussi de redécouvrir tout un certain nombre de métiers oubliés, qui sont effectivement des métiers qui ont en eux-mêmes leur beauté, leur noblesse, et également, et ça c'est très important puisque quand on parle du travail, on s'aperçoit souvent que très vite intervient la question de l'argent, et qu'effectivement un certain nombre de métiers apparaissent comme des métiers assez peu rémunérés ou pas rémunérés à leur juste valeur. Et on se dit, pour soutenir ma famille, puis-je effectivement m'engager dans cette voie-là, dans ce type de métier. Cela nécessite, et notre auteur nous y invite, à redécouvrir nos véritables besoins, se préparer à une certaine pauvreté, une certaine marginalisation, dans laquelle, si elle est vécue en communauté, ne s'apparentera pas à quelque chose d'absolument négatif, comme pourrait être effectivement la pauvreté en milieu urbain, de manière totalement isolée, qui ne correspond pas effectivement à celle que nous pouvons découvrir dans cette vie de communauté. Oui, dans cette logique, n'oublions pas ce mot d'ordre que nous avons fait nôtre, de la sobriété heureuse dont parlent les milieux décroissants. Nous-mêmes, on ne se dit pas décroissants, nous sommes tout simplement anticapitalistes. Et donc, dans cette démarche anticapitaliste, il s'agit évidemment de comprendre que on ne peut pas être un militant nationaliste conséquent et viser dans sa vie personnelle à accumuler toujours plus de biens inutiles et aliénants. On peut se débrouiller, emprunter, recycler, acheter d'occasion, réparer ou simplement se passer du superflu. Tout à fait. Et donc toujours dans cette logique, si on encore une fois un des thèmes qu'on peut retrouver commun avec ces milieux de la décroissance, c'est la critique de la technique. Il insiste beaucoup sur le fait que la technologie n'est pas moralement neutre, dans la mesure où la technologie crée de nouveaux modes de vie qui deviennent au bout d'un moment incontournables. À partir du moment où la voiture s'impose comme un objet commun de notre quotidien, eh bien, il devient de plus en plus difficile de s'en passer puisque la vie se réorganise autour de cette technologie. On voit bien effectivement la difficulté que peuvent avoir certains d'entre nous à essayer de se séparer de leur téléphone portable. On se retrouve effectivement parfois contraints, malgré nous, d'être dépendants de cette technologie. On va continuer cet échange, Victor, après la pause musicale. Mais d'abord, le Hall of Shame. 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 Chers amis auditeurs, cette semaine, un Hall of Shame plus bref. Je voudrais quand même saluer le message que nous a envoyé Daniel, où il nous propose de nous faire un don généreux. Je vous rappelle que vous pouvez toujours faire un don sur le Tipeee. Nous avons encore quelques t-shirts. Alors évidemment, nous n'avons pas imprimé de taille S, je vous l'ai déjà dit, parce que ça c'est vraiment une taille trop fragile. Mais pour les autres, je vous rappelle qu'il en reste quelques-uns en taille L et taille M. On va réimprimer si vous êtes suffisamment nombreux à nous en demander. On fera évidemment un visu différent de celui que Bob Bluff porte sur lui lors de son pèlerinage à Compostelle, puisqu'il nous a envoyé un message cet été, j'ai pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, où, nous dit-il, ce t-shirt a fait forte impression sur les pèlerins de Compostelle. Il nous envoie donc une image, levant son verre, avec le t-shirt Fréquence Orage d'Acier, sur lequel, je vous rappelle, il était écrit en dessous, en sous-titre, une bonne droite dans ta gueule. Je vous rappelle que vous pouvez toujours partager ces émissions sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et évidemment commenter, mettre un pouce, et surtout abonnez-vous à la chaîne, de manière à être informé des incidents de production comme cette semaine, puisque nous n'avons pu mettre en ligne que mercredi. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne. C'est toujours plus sympa d'avoir ça dans vos notifications que d'avoir vous-même à courir après les infos. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission surprise.
Depuis plus de 15 siècles, les moines bénédictins se lèvent au milieu de la nuit pour louer Dieu au cours des matines, premier des 8 offices de la journée monastique. Saint Benoît a réglé les offices divins selon les mots du psaume 118. 7 fois le jour, j'ai chanté vos louanges, et je me lèverai au milieu de la nuit pour vous louer. Selon la règle de Saint Benoît qui organise toute leur vie, les moines ne veulent rien préférer à la louange de Dieu. Ce premier face-à-face de la journée avec le Seigneur revêt une importance particulière. Après la pause musicale et le Hall of Shame, on se retrouve avec Victor Robert, président d'Academia Christiana, pour échanger sur le livre Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, le pari bénédictin de Rod Dreher, auteur américain, crunch conservateur. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons donc terminer ce bref rappel donc du contenu de ce livre. Victor, où en étions-nous? Nous parlions de la question de la technique. Alors, en effet, l'auteur rappelle que la technique n'est pas moralement neutre. La technique, c'est comme un couteau, c'est ni bien ni mal, ça dépend comment on s'en sert. Non, la technique n'est pas neutre. Je vous renvoie là aux travaux que nous avons déjà abordés à ce micro et lors de nombreuses conférences de Jacques Ellul, le grand philosophe, le grand penseur de la technique français, qui par ailleurs a eu une immense influence sur les campus américains, qui a eu un succès, un petit peu à la façon d'ailleurs de René Girard, plus important encore outre-Atlantique que sur le vieux continent. Dans son maître ouvrage La technique, il le rappelle, à la suite d'Heidegger, la technique n'est pas neutre. En effet, elle transforme le monde, elle arraisonne le monde, comme disait Heidegger, et donc d'une certaine façon, elle ne peut pas laisser indifférent le militant politique ou le chrétien, parce que elle implique immédiatement des conséquences morales et politiques par son existence même. Je pense là évidemment à ce qu'on appelle maintenant les nouvelles dépendances. On constate les ravages que font les écrans sur les esprits des petites têtes blondes. Plus les enfants sont exposés jeunes au numérique et plus ils développent des troubles de nature autistique, alors même qu'ils n'ont aucun problème physiologique. Donc tout ça doit être pris en compte dans le cadre de notre engagement politique, pour répondre à ces défis, parce que, d'une certaine façon, là, dans l'offre politique d'aujourd'hui, personne ne s'intéresse à ces sujets, alors qu'ils sont absolument centraux. Et en plus, ce sont des sujets qui intéressent les Français, les Européens, donc nous devons répondre, en allant chercher des réponses dans la philosophie classique, nous devons répondre aux défis de la modernité. Victor Robert. Alors, sur cette question de la technique, l'auteur propose un certain nombre de résolutions, de conseils, comme vous le disiez, donc effectivement le fait de tenir les enfants éloignés des smartphones, comme effectivement la pratique d'un jeûne numérique. L'Église nous invite effectivement à cette ascèse du jeûne. Il ne s'agit pas de le prendre toujours uniquement dans le domaine alimentaire, mais on peut l'étendre à bien d'autres domaines, et notamment aujourd'hui, dans le domaine du numérique. Le numérique a un côté incontournable, mais il s'agit d'acquérir une attitude vertueuse par rapport à ces outils et toujours à les considérer comme des outils, puisqu'effectivement nous développons très vite des dépendances vis-à-vis de ces outils. Oui, l'auteur a une attitude très concrète, très pragmatique vis-à-vis de tous ces enjeux moraux et politiques. Il a une approche finalement de réponse très concrète, le jeûne, face aux défis numériques. Nous voulons être les chimpanzés du futur, nous ne voulons pas être des mutants, on ne veut pas être des humains augmentés, et donc nous devons commencer dans notre vie de tous les jours par reprendre le contrôle de nos vies, et donc reprendre, à commencer par là, le contrôle de nos écrans. Voilà, ça c'est un peu pour le tour d'horizon de cet index, de cet ouvrage. Victor, est-ce qu'on peut maintenant aborder les aspects plus ambigus de ce livre? Parce que, évidemment, nous recommandons sa lecture, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans ce livre. Je le disais en début d'émission, il a reçu plutôt un très bon accueil de la critique de la presse confessionnelle. Cependant, il nous a semblé, Victor, par rapport aux axes de travail qui sont les nôtres, ceux d'Academia Christiana, ceux d'Orage d'Acier, qu'il y avait des ambiguïtés qu'il s'agissait de lever. La première d'entre elles, Victor, n'est-elle pas cette espèce d'augustinisme politique qui court tout au long du livre et qui, dès le titre, il ne se cache pas derrière son petit doigt, l'auteur nous dit qu'il s'agit d'être chrétien.
Mais être français, n'est-ce pas une façon spéciale d'être chrétien? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'être aussi d'abord, avant d'être chrétien, d'être des hommes conformes à leur nature humaine et ne pas mélanger finalement en permanence, faire ces allers-retours sans distinction, sans aucune préparation, sans aucune prudence, de l'ordre de la nature à l'ordre de la grâce, de l'ordre, on va dire, politique à l'ordre spirituel. Alors, si vous me permettez, je vais lire un petit passage de ce livre sur lequel, effectivement, on peut tout à fait tirer cette lecture vers un sens qui je pense, est très juste, qui peut être l'objet de certaines ambiguïtés. Alors, vous verrez dans ce livre la connaissance d'hommes et de femmes qui sont les Benoît d'aujourd'hui. Certains vivent à la campagne, d'autres en ville. D'autres encore sont dans les banlieues. Tous sont des chrétiens orthodoxes convaincus, c'est-à-dire, théologiquement, des conservateurs appartenant à l'une des 3 branches principales du christianisme historique, qui savent que les chrétiens doivent quitter Babylone, s'en séparer, soit métaphoriquement, soit littéralement, sans quoi leur foi ne tiendra plus guère que le temps d'une génération ou deux dans cette culture de mort. Ici, il s'agit de quitter Babylone. Alors, qu'est-ce que Babylone ? Si Babylone, c'est effectivement cette tour construite par les hommes dans cette volonté de chercher un salut purement terrestre ou d'atteindre le ciel par la technique, ce projet finalement, si on le rattache à la mythologie antique, c'est un projet prométhéen d'une certaine manière. Et donc si effectivement on conçoit ici Babylone, quitter Babylone comme quitter ces lunes universalistes, mondialistes, nous signons à plus de 200% un chèque de caution pour notre auteur. Je rappelle que le titre de notre université d'été d'il y a un an était « L'identité contre la nouvelle tour de Babel ». Si on entend Babylone ainsi, il faut effectivement quitter Babylone. Les chrétiens doivent quitter Babylone, s'en séparer, soit métaphoriquement, soit littéralement. Oui, cela dit, Babylone, dans l'écriture même, a un sens d'abord spirituel. Donc on peut être dans Babylone sans être un sujet de Babylone. Mais il est vrai aussi que parfois, il nous est demandé de quitter physiquement, de quitter, comme le dit l'auteur, littéralement Babylone, tant les conditions de vie normales, de la vie bonne, y sont compromises. Donc nous sommes d'accord sur le programme pratique. Maintenant, est-ce que cette incitation au retrait, à l'exil, n'est-il pas cet appel aussi un appel à quitter le champ politique, l'action concrète ? Je poursuis ma lecture. Ils ont, au contraire de bien d'autres, accepté de reconnaître cette vérité que la politique ne nous sauvera pas. Plutôt que d'essayer de rafistoler l'ordre établi, ils ont reconnu que le royaume auquel ils appartiennent n'est pas de ce monde et ont décidé de ne pas compromettre cette citoyenneté. Ils ont reconnu que le royaume auquel ils appartiennent n'est pas de ce monde. Là, il peut y avoir une ambiguïté parce qu'effectivement, le royaume auquel nous appartenons n'est pas de ce monde, mais nous appartenons néanmoins également à des royaumes terrestres qui ne sont pas éternels, évidemment, des royaumes terrestres qui sont appelés à disparaître, que nous sommes appelés à quitter lorsque nous quitterons cette vie terrestre, mais néanmoins, c'est là où je voudrais faire intervenir un autre auteur bénédictin, justement, Don Gérard, qui disait qu'il voyait la chrétienté comme un tremplin. Effectivement, il voyait ces royaumes terrestres, et en particulier les royaumes chrétiens terrestres, ces petites chrétientés que nous pouvons créer à défaut de revivre dans cette grande chrétienté médiévale, eh bien comme des tremplins. Et pour Don Gérard, la chrétienté, c'est avant tout effectivement la France. Il s'agit effectivement, lorsque nous sommes sur Terre, d'être totalement français, et dans l'ordre social et politique, développer une vie en vue d'un bien commun qui nous donne les conditions de cette élévation pour rejoindre ce royaume duquel les royaumes du monde ne sont pas à proprement parler. Mais il faut bien comprendre effectivement qu'il est possible de concevoir un royaume qui finalement n'est que la préfiguration du royaume céleste. Nos cités temporelles, en tant qu'elles sont naturelles, elles sont bonnes. Elles sont effectivement blessées par le péché originel, elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas mauvaises en soi, elles ne sont pas finalement allant à l'encontre totalement de la grâce ou du destin dans lequel nous sommes appelés par la surnature. Et pire encore, on ne peut pas faire l'économie d'être citoyen de son pays. Un des devoirs du chrétien, c'est de remplir tous ses devoirs au naturel. Et donc, le 5e commandement ne nous commande-t-il pas de respecter père et mère, d'honorer père et mère, et donc honorer, compte tenu dans cette notion de père et de mère,
honorer l'ensemble de nos prédécesseurs, et donc ce qu'on appelle très couramment le patriotisme. Le patriotisme est un devoir naturel de l'homme, la défense et l'enrichissement du patrimoine matériel et spirituel de la patrie est un devoir de l'homme, est un devoir du chrétien, et donc non seulement nos nations, nos royaumes terrestres ne sont pas en contradiction avec notre destinée surnaturelle, l'ordre de la grâce, mais ils en sont une condition absolument nécessaire. Bien sûr, pour le saint, il est possible d'être un saint jusque dans les geôles d'Auschwitz. Je pense là à un saint comme Saint Maximilien Kolbe. Dans la nuit d'Auschwitz, Saint Maximilien Kolbe n'en est pas moins un saint, il est citoyen du ciel. Cependant, je ne crois pas qu'il ait abandonné l'amour de sa patrie qu'était la Pologne. Donc, là, cet auteur peut inciter les plus jeunes d'entre nous, les moins formés d'entre nous, sur un chemin qu'on pourrait appeler d'augustinisme politique, qui est véritablement une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber et contre laquelle nous mettons en garde nos auditeurs, en particulier les plus jeunes. Donc lisez ce livre, mais lisez-le s'il vous plaît avec un grain de sel, mettez-y toutes les prudences nécessaires. Nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais ce livre traite plutôt de questions de civilisation, de politique et de social, et d'une certaine façon, il pêche par l'orientation même dans laquelle il est écrit, parce que si le chrétien se doit évidemment d'améliorer le sort ici-bas, c'est l'objet du citoyen, c'est l'objet de l'être politique. Le sujet politique, c'est le cœur du sujet de cet ouvrage, et donc ne pas mélanger les ordres, ne pas confondre les ordres, ne pas les séparer non plus. Il est question, toujours dans cet ouvrage, de se recentrer sur sa famille et sa communauté plutôt que sur la politique partisane. On peut y lire encore une fois ici quelque chose de tout à fait juste, et je pense qu'on conclura dans ce sens-là. Cette politique partisane, dans une société totalement déchristianisée, totalement vide, totalement effectivement imprégnée par Babylone, peut être une voie de perdition. Il est nécessaire, pour entrer dans la politique partisane, de s'être d'abord effectivement recentré sur sa famille et sa communauté, mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Pour le coup, on peut mieux comprendre ce que dit l'auteur si on insiste sur cette dimension-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. Sur la question, effectivement, que nous ne pouvons pas donner au monde ce que nous n'avons pas. Et il apparaît comme quelque chose de nécessaire et de crucial de se prémunir, effectivement, de tous ces virus qui nous contaminent en vivant, finalement, dans ce monde moderne. Il faut d'être capable d'enrichir finalement nos âmes, de s'enrichir spirituellement pour pouvoir ensuite apporter quelque chose. Et effectivement, l'Église, quant à elle, n'a pas à proprement parler besoin effectivement de rentrer dans une dimension de politique partisane. Par contre, le chrétien, lui, n'est pas un clerc, et donc lui, son devoir, comme vous l'avez dit précédemment, consiste à se préoccuper de questions politiques. Et donc parfois de s'impliquer dans la vie partisane. En effet, et ça c'est évidemment pas à nous ici à Orage d'Acier qu'on va dire le contraire, nous savons que pour fertiliser, pour inséminer favorablement la vie politique dans le sens le plus vulgaire, c'est-à-dire la vie des partis, il faut lever une élite qui est d'abord une citadelle spirituelle. Il faut qu'elle ait une profonde vie intérieure non seulement personnelle mais aussi collective. Il faut se rattacher aussi à une forme de mystique. Nous ne ferons pas de politique sans une mystique. Je ne vois pas d'autre mystique disponible pour les chrétiens, pour les Européens, que la mystique chrétienne. Donc ce livre, encore une fois, peut nous y aider parce qu'il pose des jalons très utiles, en particulier de formation, et des pistes très concrètes d'engagement. La mise en conformité déjà de sa vie personnelle, la mise en ordre, et aussi la remise d'une certaine manière en perspective des activités temporelles par rapport à la vie spirituelle, à la vie religieuse. On est tout à fait d'accord. Donc bien sûr, nous encourageons à lire ce livre. Cependant, encore une fois, il y a une certaine partie de notre public qui est tentée par cet abandon de la sphère proprement politique et entendu aussi, dans un sens plus particulier, la sphère proprement partisane. Or, malheureusement, nous ne choisissons pas le terrain. Nous n'avons pas choisi que la politique ne se déroule que dans l'ordre des partis, mais c'est le rendez-vous important pour l'essentiel de nos compatriotes, qui font finalement très peu de politique. Ils en font parfois 5 minutes par an, quand il s'agit de se rendre dans un isoloir. Et on ne peut pas, si on veut infuser nos idées, si on veut infuser notre vision du monde, faire l'économie de cette vie partisane. Nous n'aurons de visibilité médiatique et politique qu'à la condition de reconstruire un authentique parti de droite, le Front National ne faisant absolument plus l'affaire. Et il fera partie de l'équation, mais il faut dès maintenant
susciter l'émergence de ce parti de droite véritable, de droite authentique, auquel nous travaillons déjà sur le plan programmatique. Donc, dans ce cadre, Victor, je crois que vous aviez quelques remarques à faire à nos auditeurs sur ces deux chemins qui sont parallèles, que l'on peut emprunter tout à la fois, l'un et l'autre, en même temps, de front, mais qui ne se confondent pas et qui se nourrissent l'un l'autre. Alors tout à fait. Moi, j'avais essayé de développer cette chose sous la forme de deux voies, deux chemins. Le chemin qui est donc celui dessiné par notre auteur, qu'on pourrait qualifier effectivement de voie personnelle, communautaire, sociale, donc je ne redétaillerai pas puisqu'il en a été question précédemment, et effectivement l'autre voie proprement politique, dont l'essence effectivement est la prise du pouvoir. Et effectivement, le premier chemin, cette première voie, est insuffisante dans la mesure effectivement où si nous restons en marge effectivement de la politique, nous risquons à un moment donné d'être finalement les victimes de ce pouvoir. Le jour effectivement où nos communautés seront interdites par des lois, où nos écoles seront fermées par des lois, où il ne sera plus possible de recevoir aucun subside par toutes sortes de moyens de défiscalisation, etc., ou lorsque effectivement on nous empêchera d'exister par de nouveaux impôts, ou tout simplement par l'envoi de la gendarmerie, nous nous retrouverons bien embêtés, à moins de prendre le maquis ou de vivre en Patagonie. Je pense qu'il n'y aura rien de possible. Donc cette voie est insuffisante pour cette raison-là. En revanche, l'autre voie qui serait donc la voie de prise de pouvoir, si elle ne s'accompagne pas de la première voie, court effectivement un risque qu'a très bien souligné l'auteur, c'est qu'effectivement le fait de se vider de notre substance. Combien dans les cadres politiques aujourd'hui de partis comme le Front National ou les Républicains ont été formés dans nos rangs et sont devenus aujourd'hui finalement les sosies de nos pires ennemis, c'est-à-dire finalement ces sortes d'apparatchiks tels qu'on peut en voir dans les grands partis comme Feu le Parti Socialiste, nouveau parti En Marche aujourd'hui. Ces gens ne vivent plus que par la soif de puissance et la recherche d'argent. Il s'agit de ne pas nous vider de notre substance. Vous l'avez rappelé, cette question effectivement nécessaire d'avoir une mystique, finalement d'être animé dans notre combat de quelque chose qui nous transcende et qui nous dépasse. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire l'économie de ces deux voies menées conjointement qui sont complémentaires et nécessaires chacune. Oui, en effet, sans la voie personnelle et communautaire, on prend le risque de perdre le nord et donc de devenir des opportunistes et finalement de combattre, comme vous l'avez dit, uniquement que pour des rapports de force, des prises de place et éventuellement des émoluments sonnants et trébuchants. Donc on a besoin d'un côté de cette voie personnelle et communautaire pour conserver notre étoile polaire, pour conserver notre pôle intérieur, conserver la direction, et on a besoin de la voie politique, en effet, pour aller chercher des pouvoirs. J'emploie l'expression au pluriel à dessein. Je crois que le premier d'entre eux, c'est le pouvoir municipal, dans lequel on peut faire énormément de choses, et dans lequel aussi on peut protéger des initiatives lancées par nos milieux. Donc ces deux voies sont indispensables l'une à l'autre, complémentaires l'une de l'autre. Il y aura forcément à un moment donné des contradictions. Alors je crois que l'une de nos amies qui était présente à l'université d'été, élue en région du Front National, nous tairons son nom par pudeur, avait donné un principe qui guide son action, qu'on pourrait appeler un guide de prudence de l'élu patriotique de conviction. Lequel est-il, Victor ? Alors il s'agissait pour cet élu de ne jamais finalement faire ou dire le contraire de ce que l'on croit. On peut, dans certains cas, effectivement, ne pas dire ou ne pas tout dire de ce que l'on croit pour des raisons de prudence, parce qu'effectivement, nous savons que ceux qui sont en face de nous ne sont pas capables de recevoir, de comprendre exactement ce que nous pensons, ce que nous croyons. De la même manière, lorsqu'on est dans l'ordre du faire, il s'agit parfois, effectivement, d'agir dans le temps long, poser déjà un certain nombre de choses qui sont possibles, parce que si nous posons tout d'un coup, nous risquons effectivement de ne jamais pouvoir faire ce que nous désirons faire au final. Donc il s'agit d'agir par échelon, par petits pas, posés l'un après l'autre. Mais surtout, en aucun cas, de faire le contraire de ce que nous croyons et de dire le contraire de ce que nous croyons. Oui, je crois qu'il est possible en effet, à condition qu'on ne se trahisse jamais. Donc on n'est pas obligé de tout dire tout de suite dans la minute où on a été élu, et on n'est pas obligé de mettre en place tout de suite non plus toutes les réformes attendues par nos milieux. En revanche,
s'en tenir à cette ligne, voilà, ne jamais dire ou faire le contraire de ce que nous croyons profondément. Il y a parfois nécessité de pédagogie, de mettre des délais, de mettre en place, de changer le climat culturel, de nouer des alliances, de nouer des relations, parfois même avec nos adversaires, pour essayer de faire passer au mieux nos idées. Sachant que, encore une fois, et ça l'expérience le prouve, en prouvant déjà que nous ne sommes pas des mangeurs d'enfants, qu'on n'est pas des croque-mitaines, que nous sommes des hommes et des femmes comme les autres, mais que nous avons en revanche plus à proposer. D'abord parce que nous connaissons nos dossiers, que nous avons une solide formation intérieure, que nous sommes aussi pleins de charité, pleins d'amour pour nos compatriotes, et que nous ne connaissons en France aucun ennemi. Eh bien, si nous posons tout cela, eh bien, les principes que nous portons rayonneront, seront plus que nous-mêmes, et nous pourrons, à ce titre, inspirer et même imposer une certaine forme de charisme. Parce que je crois que c'est ce qui manque peut-être le plus aujourd'hui en politique, c'est l'incarnation de principes qui rayonnent en nous et qui, d'une certaine façon, impressionnent nos ennemis et nos adversaires. Victor, on approche de la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de conclusion pour nos auditeurs ? Eh bien, j'invite donc d'une part nos auditeurs à lire Comment être chrétien dans un monde qui n'est plus de Rod Dreher, à vous rendre aussi sur le site d'Academia Christiana et à nous écrire si vous souhaitez nous aider à développer des petits cercles communautaires de conférences dans votre ville, là où vous êtes, puisque c'est la tâche à laquelle nous allons essayer de nous atteler à présent. Oui, rendez-vous sur le site d'Academia Christiana. Pour les franciliens, je rappelle qu'il y a des rendez-vous mensuels qui sont prévus. Il y aura des retraites spirituelles, et il y aura aussi des rendez-vous plus politiques. Enfin, tout ça sur le site d'Academia Christiana. Je vous rappelle aussi, comme toutes les semaines, que vous pouvez retrouver les actualités d'Extra en Ile-de-France sur leur site internet d'extra.fr. Voilà, écoutez, chers amis auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Fréquence Orage d'Acier. Et en attendant, n'oublie pas, si c'est ton premier soir, tu vas combattre. Arrêtez, c'est